Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était effectivement de se poser la question de ce qu'on faisait de cet immobilier en France. Et je vous rappelle la suite, ou plutôt un des éléments du premier webinaire qu'on a fait la semaine dernière, c'est le fait qu'il y aura des droits de succession le plus tard possible, évidemment, mais les droits de succession s'appliqueront sur tous les biens qui sont en France. Donc, il faut bien se poser la question avant de faire son alias, si on souhaite conserver ses biens, si on souhaite, alors avant les droits de succession et pendant de très longues années, vous allez probablement encaisser des loyers. Ces loyers sont aussi soumis à la loi française et donc il y aura, au-delà de la fiscalité qu'il faut payer, il y a tout ce mécanisme important de déclaration fiscale une fois par an, qui nous lie encore avec la France, même si on est en Israël. Donc, n'oubliez pas, et c'est l'élément important aussi, que toutes les fiscalités s'appliquent. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a l'impôt sur la fortune immobilière qu'on appelle l'IFI, et il y a les droits de succession, donc, et il y a l'impôt de plus-value également. Tous ces impôts-là s'appliquent en France, puisque les biens sont en France. Alors, j'essaye. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, les avantages, euh, je ne sais pas si vous me voyez bien, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, Parfait. Stéphane. Donc, les avantages d'un bien immobilier qui est en France, c'est évidemment un revenu récurrent et relativement stable. Probablement, je n'oublie pas un attachement particulier à ce bien parce que quelquefois on y a vécu. Il y a quelques inconvénients, c'est l'impôt sur le revenu qui est au minimum de 20%. Alors attention, là je suis en train de parler des non-résidents. Donc lorsque vous avez fait votre alia, lorsque, en plus d'avoir fait votre alia, vous avez demandé à payer votre fiscalité en Israël, à ce moment-là, vous êtes considéré en France comme un non-résident. Et un non-résident qui détient de l'immobilier paye une tranche au premier euro qui est de 20% et qui peut aller jusqu'à 30%. Euh, Moi, je pense que il faut aussi indiquer dans les inconvénients des frais plus lourds liés à l'éloignement, tant en gestion qu'en fiscalité. Il arrive que quand on est sur place, on gère soi-même son bien. À partir du moment où vous êtes à 4000 km, vous ne pouvez plus faire comme ça et vous êtes obligé de donner le bien en gestion. Donc, outre la fiscalité, il y a les frais d'un gestionnaire et ce gestionnaire, il ne va pas appeler quelqu'un que vous connaissez bien et qui va pas vous massacrer pour changer une chaudière ou pour faire des petits travaux. Il va appeler des gens qu'il connaît et ça va coûter effectivement plus cher. Et puis, malheureusement, un doute s'insinue sur la perception des loyers aussi régulière que dans le passé, suite aux dommages collatéraux du Covid. Alors, les revenus locatifs. Ce taux minimum qui est fixé à 20%, il s'applique jusqu'à 27 519. Peut-être a-t-il évolué un peu en 2023, donc un peu moins de 28 000 euros. Au-delà de ce chiffre, au-delà de, donc ça fait 2 300 euros par mois de loyer. Au-delà de ce chiffre, on est à 30% de fiscalité. Donc les revenus locatifs, revenus fonciers ou revenus de location meublée et autres revenus imposés dans les catégories. Alors, on va arrêter avec les abréviations. BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. BNC, c'est bénéfices non commerciaux. BA, bon, bénéfices agricoles, ça présente aucun intérêt, sont soumis à un taux minimum d'imposition lorsqu'ils sont perçus par des non-résidents, sous réserve de l'application de conventions fiscales internationales. Mais là, il n'y a rien de particulier vis-à-vis d'Israël. Donc, fixé à 20% jusqu'en 2018, le taux minimum d'imposition est désormais établi à 30%. Voilà, article 13 de la loi de finances pour 2019. Et il y a eu un rétropédalage du Sénat, un compromis. L'Assemblée nationale a décidé d'inclure ce seuil dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous fait imposer vos loyers à 20%, jusqu'à 27 000 euros.
Donc voilà, ça correspond à la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu pour les résidents fiscaux français. Mais il ne faut pas oublier les prélèvements sociaux de 17,2. Donc, rendez-vous compte, 20 plus 17,2, ça fait 37,2. Bon, ça fait un gros tiers, mais 30 plus 17,2, 47,2% de fiscalité et de prélèvements sociaux, bah, c'est pas loin de 50%. Si on s'amuse à rajouter l'IFI, là, par contre, on dépasse allègrement les 50%. Alors, l'exonération de CSG est limitée aux non-résidents européens. Voilà. Les autres non-résidents sont concernés par cette exonération. Le tableau comparatif, le voilà. Résidents de l'Union européenne et de la Suisse, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette dérogation, ils vont payer 7,5% de prélèvements sociaux, et les résidents hors de l'Union européenne et de la Suisse, ce qui est le cas d'Israël, c'est 17,2% comme en France. Alors, l'impôt sur la fortune immobilière s'applique. Le régime des plus-values des particuliers s'applique également. Alors, on a quand même quelque chose de particulier pour les non-résidents. C'est un abattement de 150 000 € sur la plus-value immobilière. Donc ça, c'est très particulier parce que les Français résidant en France n'y ont pas droit et il y a comme ça un abattement qui est possible pendant un délai fixé à 10 ans. Je précise quand même, il ne faut pas que j'aille trop vite, que ces 150 000 € sont un abattement particulier. Si on est un couple, c'est 300 000 € d'abattement. Voilà, pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies. Bravo, il manque un S, dont celle d'un délai de 5 ans entre le départ de France et la date de cession. Voilà. Bon, l'article, etc., prolonge ce délai à 10 ans. Peut-être faut-il parler de la résidence principale. Ben voilà, exactement. Moi, je dis qu'il faut vendre rapidement la résidence principale française pour être exonéré de plus-value, parce que en France, quand on gagne de l'argent, on paye de l'impôt sur tout, sauf une petite niche très particulière qui s'appelle la résidence principale. Et cette résidence principale qui est exonérée de plus-value, ça peut représenter des plus-values extrêmement importantes. Donc, les non-résidents peuvent l'obtenir en vertu de l'article 244 bis du CGI. Mais attention, la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France. Donc, ce qu'on voit souvent, très souvent, trop souvent, c'est que on hésite ou on n'hésite pas, en tout cas, on fait son alia, mais on garde sa résidence principale pour faire l'aller-retour. Alors, quand on a encore des enfants en France et des enfants en Israël, ben, on comprend bien ce jeu d'aller-retour. Quand on a encore un job en France, on le comprend aussi, mais malheureusement, ça fait perdre cette exonération fiscale. Pire, d'après moi, que de perdre cette exonération fiscale, c'est le fait que la France vous rattache fiscalement et dit, mais même si vous avez un passeport israélien, vous êtes français, c'était votre résidence principale. Quand vous étiez en France, vous payez vos impôts à cette adresse et maintenant, vous conservez ce bien. Donc, on considère que vous avez conservé votre résidence principale et même si vous n'y habitez que quelques mois par an, moins de 6 mois, on vous rattache fiscalement à la France. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, cette histoire de résidence principale. Certains le savent, j'ai insisté lourdement, n'est-ce pas Laurent? Et voilà. Attention, l'immeuble, dans cette année ou cette année et demie qui est tolérée, parce que on décide de partir, on a mis le bien en vente, mais il ne se vend pas immédiatement, bah, il n'y a pas de problème, parce que vous avez des documents qui prouvent que vous avez mis ce bien en vente, et que c'est imminent, ça ne va pas tarder à se faire. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'ALIA.
Exemple, on est en juin 2023, je décide de faire mon alia demain matin, j'ai une tolérance jusqu'au 31 décembre 2024 pour pouvoir vendre ma résidence principale dans les meilleures conditions. Mais attention, il ne faut pas que dans ce laps de temps, vous ayez mis à la disposition d'un tiers à titre gratuit ou onéreux, c'est-à-dire louer pendant quelques mois votre résidence principale. C'est vrai que ça peut être tentant d'attendre les Jeux Olympiques de 2024 et de se dire, bah, je vais, en 15 jours de Jeux Olympiques, je vais me faire 500, 600, 800 euros par jour. Eh oui, mais alors, c'est plus votre résidence principale. Le fait que vous l'ayez loué vous fait perdre le bénéfice de ce gros avantage. Malheureusement, il y a les droits de succession, toujours, sachant qu'en Israël, aucun droit de succession n'est appliqué, mais la France continue d'en appliquer pour les non-résidents dans 2 cas précis. Sur le patrimoine présent sur le sol français, c'est évident et logique, donc à la fois l'immobilier, à la fois les comptes en banque, à la fois les contrats d'assurance vie souscrits en France. Et le deuxième cas de figure, c'est sur l'ensemble de vos biens, y compris hors de France, si un de vos héritiers se trouve être résident français. Voilà les taux. Rapidement, pour vous montrer, il y a des petites tranches particulièrement petites, jusqu'à 8 000 euros, entre 8 000 et 12 000, entre 12 000 et 15 000, 5, 10, 15, pour en fait arriver à 20% très très vite. À partir de 15 932 euros qu'on transmet, eh bien, on est taxé à 20%, jusqu'à 552 000 euros. Et puis après, il y a une tranche à 30, une tranche à 40 et une tranche 45. Je vous ai donné là le barème applicable en ligne directe. En ligne directe, ça veut dire parent-enfant. Il est évident que si on n'est pas en ligne directe et que c'est un frère, une sœur, un cousin, etc., alors là, les taux montent, grimpent, jusqu'à quelqu'un qui est considéré comme un étranger, un ami ou un cousin lointain, etc., où là, c'est 60% de droit. Voilà. Il convient donc, en toute connaissance de cause, d'agir pour ne pas se trouver dans une des situations évoquées ci-dessus. Alors, l'immobilier locatif nu. Je vais aborder le plus vite possible toutes les solutions qui sont possibles à mes yeux. La première solution, ne rien faire. Et regardons quelles sont les inférences. Eh bien, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, frais de gestion, droit de succession, tout ça, c'est inchangé. De plus, il pourrait être délicat de demander à bénéficier des exonérations d'impôts sur revenus étrangers accordées aux OLIM si l'ensemble des revenus et le cœur économique du patrimoine se trouvent toujours en France. La solution 2, vendre le bien à ses enfants. Alors, on conserve ainsi le bien dans la famille. Je dis ça parce qu'il y a quelquefois un attachement particulier à des biens immobiliers et on souhaite absolument le conserver. Donc, on peut conserver le bien dans la famille si on l'a vendu aux enfants et on met en place un crédit. Ah oui, à une époque où les taux n'ont jamais été aussi bas, ça c'était valable il y a quelques mois. Jusqu'à il y a 12 mois, mais depuis un an, les taux ont remonté. Voilà, mais j'indiquais, ça commence à monter et à monter très vite. Alors, les inférences, c'est que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et les frais de gestion sont pour les enfants. Attention à l'impôt sur le revenu, on est dans un cas un petit peu différent puisque les enfants ayant acquis le bien, ils vont pouvoir, sur les revenus locatifs qu'ils vont en tirer, déduire au moins les intérêts d'emprunt. Ce que, malheureusement, quand on possède le bien depuis très longtemps, à titre personnel, on ne peut plus. On pourra se poser la question de l'assujettissement de la SCI à l'IR ou à l'IS. Donc, si ce bien, on le vend aux enfants, alors on peut le faire en indivision ou on peut le faire dans une formule qu'on connaît bien en France, c'est la société civile immobilière. Et là, il y a 2 possibilités de fiscalité qui sont l'impôt sur le revenu et l'impôt société. Je peux pas développer ici, ça sera trop long. Donc, si vous êtes dans un cas particulier qui vous intéresse,
n'hésitez pas à m'appeler et en sur-mesure, on verra quelle est la fiscalité qui convient le mieux. Le montant retiré de la vente permettra un placement substitutif afin d'obtenir un revenu récurrent. Moi, je reste persuadé que c'est supérieur à l'ancien loyer net des divers frais et taxes, parce que quand on prend le revenu locatif réel, c'est le revenu locatif non pas par rapport au prix où on a acheté ce bien il y a 15 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, mais par rapport à la valeur du bien aujourd'hui. Donc, quand on s'amuse à faire ça avec les prix de l'immobilier qui ont monté très fort et les prix des loyers qui n'ont pas monté aussi fort, rares sont ceux qui ont du 5% brut. Rares. On est plutôt à 4% en règle générale, entre 3,5 et 4%. Après, vous enlevez un petit peu de frais de gestion de l'immeuble qui sont à vous, que vous enlevez la taxe foncière, que vous enlevez la fiscalité sur les loyers, eh ben, effectivement, il ne reste pas grand-chose. Et je reste persuadé que l'argent que vous retireriez, j'utilise le conditionnel de cette vente, nous permettra vraiment de vous apporter, plutôt qu'un 2,5 net, probablement un 4, 5, 6%. Voilà, aux alentours du 2. Avec éventuellement absence de droit de succession. Si le placement est hors de France ou en assurance vie au Luxembourg, si des héritiers habitent en France. Donc là, encore une fois, beaucoup de cas de figure, beaucoup de cas qui sont précis, donc j'évoque de manière générale toutes les possibilités. Je répète, solution 1, ne rien faire. Solution 2, donc solution 1, ne rien faire, on conserve le bien. Solution 2, vendre le bien à ses enfants, on le conserve dans la famille. Solution 3, eh bien, apporter le bien à une SCI démembrée. Alors, je ne me rappelle plus, c'est qui tout à l'heure, ça doit être Dominique, nous a parlé d'un démembrement, c'est-à-dire un démembrement, il y a deux parties dans un bien, ces parties sont la nue propriété à qui appartient le bien, et une deuxième partie qui est l'usufruit, qui habite dedans ou qui en perçoit les loyers. Donc, une SCI démembrée, c'est une SCI dans laquelle on a parents-enfants, où les parents conservent l'usufruit, c'est-à-dire les loyers, et les enfants, la nue propriété. Alors, donc tout ça, je vais l'expliquer. Qu'est-ce que ça amène? Alors déjà, le barème de l'usufruit de la nue propriété, c'est l'article 669 du CGI. En gros, on fait ces opérations, aller entre 60 et 70, quoi, ou entre 50 et 60 ans. Donc, on est soit à 50-50, soit à 40-60. Ça, c'est la répartition de valeur entre l'usufruit et la nue propriété. Alors, les afférences, c'est quoi? En agissant ainsi, les parents qui sont bénéficiaires de l'usufruit continuent évidemment de percevoir les loyers sans différence notoire en cas de vide. Vous avez toujours la même fiscalité. Par contre, au jour du premier décès d'un des parents, le parent survivant continue de percevoir les loyers car on aura pris soin dans les statuts de la société de prévoir un usufruit réversif. Réversif, ça vient de réversion. Donc, quoi qu'il arrive, si on est deux, jusqu'au décès du deuxième, eh bien, il y aura perception des loyers tout à fait normalement. Par contre, au jour du deuxième décès, il n'est pas question de succession puisque les parts appartiennent aux enfants en pleine propriété et ce, même s'ils sont résidents français. Donc, ils détenaient, les enfants, la nue propriété. Avec le décès des usufruitiers, ils récupèrent cet usufruit et ils sont maintenant pleins propriétaires, j'allais dire gratuitement. Donc, malheureusement pour vous, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, frais de gestion restent inchangés puisque vous avez décidé de garder ce bien en France.
Et encore une fois, on pourra se poser la question de l'assujettissement de la SCI à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt société. Cette solution n'apporte aucun enrichissement et coûte les frais de donation, mais règle définitivement les droits de succession liés à ce bien, quel que soit le lieu de résidence des héritiers. Alors, dans cette solution 3, les parts de SCI sont réparties entre les parents. Ah, je ne sais pas pourquoi c'est revenu. Alors, les parents... Ah oui, pardon. Il y avait une solution 2 qui consistait à apporter le bien à une SCI démembrée, mais il y a aussi le cas de figure où on vend le bien à une SCI démembrée. Donc, les parents vont récupérer la vente du bien, donc ça peut représenter pas mal d'argent, et on met en place un crédit, et les loyers vont, je l'espère, permettre de régler une partie du crédit. Par contre, au terme de ce crédit qui est mis en place, 15 ou 20 ans, les parents vont récupérer des loyers qui seront tout à fait classiques. Voilà. Donc, les parents vont récupérer les loyers au terme d'un long crédit mis en place pour acquérir les biens dans la SCI. Après, ça changerait. Au jour du premier décès des parents, le deuxième parent conserve l'usufruit. Et au jour du deuxième décès, on est dans le cas de figure qui était évoqué juste avant. Mais il y a une petite différence entre la donation du bien, l'apport du bien dans une SCI démembrée ou la vente du bien dans une SCI démembrée. Et là, les parents conservent les loyers. Voilà. Le cas de figure est inchangé, donc je vais plus vite. Il y a une solution 4, c'est vendre le bien à un tiers. Parce que c'est le seul moyen de couper le lien avec la France. Les inférences. Absence d'impôt sur le revenu. Absence d'impôt sur la fortune immobilière. Les solutions de placement substitutif seront évoquées ultérieurement, mais permettront d'obtenir réellement un revenu récurrent plus important que l'ancien loyer, non pas brut, mais net de tous les frais de gestion, fiscalité et prélèvements sociaux et taxes qui s'appliquaient. Il pourrait y avoir aussi absence de droit de succession en fonction du lieu de résidence des enfants. Donc vraiment, vendre le bien à un tiers, c'est ce qui permet de couper complètement le lien avec la France. Donc les solutions, je les résume. Si on a des héritiers dont on estime qu'ils seront présents en France au moment du décès, seul le contrat d'assurance vie ou le contrat de capitalisation démembré au Luxembourg permet d'échapper aux droits de succession avec des droits de transmission qui seront souvent proches de zéro. Si l'ensemble des héritiers présomptifs est hors de France ou si on souhaite des revenus réguliers, alors on a le cas de figure d'une SCPI étrangère, c'est-à-dire que certaines personnes qui vraiment ont bien pensé la chose se sont dit que pour les résidents fiscaux français ou les résidents étrangers, c'était qui aiment percevoir des revenus réguliers qui tombent tous les mois ou tous les trimestres selon les SCPI, eh bien, on revient à un mécanisme qui est proche de votre immobilier, sauf qu'il est détenu par une société et que ce sont des biens que vous ne pourriez pas acheter seul. Donc, au lieu d'un petit appartement loué à un étudiant ou à une famille, vous vous retrouvez avec des parts de société qui sont complètement gérées, donc vous ne vous occupez pas de la gestion, et on retrouve là-dedans des grands ensembles, c'est-à-dire des murs de bureaux, des fois de sociétés qui représentent 1000, 2000, 5000, 8000, 10 000 mètres carrés, plus 40 parkings. Donc ça, c'est des choses que, enfin, je ne sais pas pour vous, mais que moi, je n'arrive pas à acquérir. Des murs de supermarchés, des choses comme ça. Et par contre, on a des locataires qui sont réguliers. Et surtout, ce type de locataires, s'ils ont une fuite, ils appellent un plombier et ils le gèrent eux-mêmes. Ça n'est pas à vous de le gérer. Donc, le gros avantage
de louer non plus à des particuliers, mais de louer à des sociétés, c'est le fait qu'on n'a quasiment plus de frais de gestion. Et en fait, l'idée maligne qu'ont eu certains gestionnaires, c'était de ne plus rien acheter en France. Donc, vous avez des SCPI qui détiennent des biens en Europe, et en Europe, la fiscalité est bien moindre que celle qu'on a en France. Et surtout, on n'a pas de prélèvements sociaux. Donc, on arrive comme ça à servir entre 4,5 et 5% net de fiscalité. Là où, en France, quand on arrive à 2, 2,5, ben on est content. Donc voilà la SCPI étrangère, des biens qui sont situés hors de France, la plupart du temps en Europe, mais pas forcément, et surtout plus de prélèvements sociaux, je vous l'ai dit. L'impôt est réglé à la source dans le pays où se situe le bien par la société. Donc nous, on ne fait que percevoir des revenus locatifs sur un compte en banque qui sont nets de fiscalité, nets de tout. Alors, la fiscalité qui est payée par la société, par la SCPI, est payée dans le pays où se trouve le bien. En Belgique, au fisc belge, si on a des biens qui sont situés, des biens immobiliers qui sont situés en Belgique, en Italie, si les biens sont situés en Italie, en Pologne, si c'est en Pologne, en Angleterre, si c'est en Angleterre, vous ne vous occupez pas de ça. Simplement, je vous rappelle que vous avez un impôt qui est aux alentours de 20%. Ce qui signifie qu'en tant que résident fisco-israélien, où la fiscalité est à 10%, si vous avez déjà payé 20% à l'étranger, c'est-à-dire un impôt supérieur à la fiscalité israélienne, alors vous êtes dégagé de fiscalité. Totalement. Évidemment, pendant les 10 ans d'Olim Hadashim, où là, vous n'avez aucun impôt à payer et probablement, si vous n'avez pas de revenus en Israël, aucune déclaration à faire. Par contre, au terme de ces 10 ans, le fait que vous ayez payé un impôt supérieur à l'impôt israélien fait qu'il n'y a plus d'impôt du tout. Donc, vous recevez un revenu locatif net. Stéphane, est-ce que tu peux parler des droits d'entrée et de gestion dans la SCPI parce que Yves nous a fait un commentaire là-dessus. Oui, je peux avoir le commentaire? Dans les SCPI, il y a des droits d'entrée et de gestion importants. Alors, les droits de gestion, ils ne sont pas si importants que ça. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de chercher des biens, d'acheter ces biens, de faire les quelques travaux qui sont nécessaires, de louer ces biens à une société qui soit solide, avec un bail qui est en béton armé, et derrière de payer la fiscalité de ces loyers dans tous les pays dans lesquels la SCPI se trouve pour envoyer des loyers nets. Encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est le net qu'on perçoit, qui est de, je vous l'ai dit, aux alentours de 4,5 à 5% net de tout. Donc, effectivement, les loyers sont légèrement supérieurs, mais il faut bien payer des frais de gestion qu'on paye également en France. À mon avis, ils sont équivalents aux frais de gestion qu'il y a en France. Maintenant, les frais d'entrée dans ces pays, c'est important d'en parler aussi, ils sont de 12%. Mais ces 12% ne sont pas réglés immédiatement, ils le sont au moment de la sortie. Pourquoi? C'est parce que si vous mettez 100 000 euros dans cette SCPI qui vous rapporte 5%, alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait 5 000 euros par an. C'est mieux d'avoir 5% sur 100 000 euros que d'avoir 5% sur 88 000 euros, c'est-à-dire si on avait enlevé les fameux 12%. Alors les 12%, je vous rappelle simplement que lorsqu'on acquiert un bien en direct, on paye à peu près au minimum 7%, mais quelquefois ça va jusqu'à 8, 8,5% de ce qu'on appelle de frais de notaire, mais c'est pas pour le notaire, parce que c'est des droits d'enregistrement qui sont payés à l'État et le notaire et les honoraires du notaire. Donc, si on achète un bien en immobilier, on est à 8%. Quelquefois, souvent, on a affaire à un agent immobilier qui prend aux alentours de 4-5%. Donc, quand vous additionnez les deux,
vous arrivez bien aux 10-12% qui sont demandés par ces SCPI, mais qui sont demandés à payer au terme. Pourquoi au terme? C'est parce que vous percevez vos loyers, mais les biens immobiliers, eux, dans le temps, ils s'apprécient. Et si vous avez mis 100 000 euros et que 10 ou 20 ans plus tard, vous avez 150 ou 180 000 euros de valorisation de votre SCPI, ben effectivement, et que vous décidez d'en sortir, à ce moment-là, il y aura les fameux 12% d'entrée qui seront prélevés à la sortie. J'espère avoir répondu avec transparence à cette question. Est-ce que Yves a besoin d'un complément? Yves? Non, Je c'est bon. travaille. C'est bon, c'est clair. Merci. C'est clair, parfait. Donc, je reviens maintenant à la SCPI étrangère. Absence de droit de succession, sauf si les héritiers sont en France, toujours. Et pour les Olim, absence d'impôt en Israël. On reçoit donc un revenu net sur son compte en banque. Et je vous l'ai déjà dit, si les 10 ans d'avantages fiscaux accordés aux Olim sont achevés, on ne règle pas d'impôt complémentaire en Israël, car le taux israélien de taxation des revenus fonciers, avec le forfait à 10%, est inférieur à l'impôt payé à la source. Ces revenus réguliers, ben voilà. Sur les 10 dernières années, c'était entre 4,50 et 6,30. Moi, je dirais que je préfère promettre entre 4,50 et 5, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je préfère oublier les 6,30 parce qu'il y a maintenant une augmentation du prix une augmentation des taux d'intérêt et on va forcément avoir, c'est le cas en Israël, c'est le cas en France, une baisse des prix. Parce que une personne qui a un certain montant à consacrer, disons, 1 500 euros par mois à un crédit, eh bien, entre il y a 1 an et demi ou 1 an et aujourd'hui, il a à peu près perdu 15% de surface. Donc, est-ce que c'est à l'acheteur de faire l'effort et de dire, ben, si je veux maintenant une surface plus importante, il faut que j'augmente ma capacité de crédit? Ou est-ce que l'acheteur va dire, mais moi, je ne peux pas faire plus que les 1 500, et donc l'effort sera demandé plutôt aux vendeurs, et je pense que on sera obligé à un moment donné de baisser les prix. Avec une SCPI, ben, on n'a pas de visite, on n'a pas de recherche de locataires, on n'a pas de travaux, on n'a aucun souci de gestion. Les revenus sont virés net d'impôts sur le compte bancaire. C'est pas forcément la solution que je préfère, mais certaines personnes sont très, très, très attachées, surtout en France, à la terre, à la pierre, aux revenus réguliers, plus qu'à un placement financier qui permet probablement d'obtenir souvent des revenus qui sont supérieurs aux revenus immobiliers, mais quand même, il faut le noter, avec une forme d'irrégularité. Donc, en moyenne, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'a pas de problème avec les revenus financiers, c'est bien ça. Par contre, il y a une forme d'irrégularité qui ne convient pas à certaines personnes. Donc, on a le choix, et souvent, le meilleur choix, c'est un peu d'un côté, un peu de l'autre. Voilà, donc moi, je fais le tour de ce qui est possible. Bon, je vais oublier tout ça. Le marché allemand, etc., les prix sont très abordables. Effectivement, c'est le cas. Mais voilà, il y a une dernière SCPI qui est intéressante, qui est vendue en France et que moi, je trouve particulièrement bien pensée. Elle s'appelle la SCI Via Génération. Dans Via Génération, il y a Viager. Et il s'agit de récupérer un revenu annuel sur un parc immobilier qui est constitué de biens démembrés. Alors, les biens démembrés, c'est que cette SCI va acheter la nue propriété de certains appartements, principalement parisiens, mais il y en a quelques-uns en Normandie,
à Deauville, quelques-uns sur la Côte d'Azur, des beaux appartements à Bordeaux aussi, ça pourrait passer, etc. Bon, je ne pense pas qu'un appartement à Clermont-Ferrand intéressera la SCI via génération. En tout cas, il s'agit de biens qui sont extrêmement bien placés, sur lesquels cette SCI acquiert la nue propriété uniquement et laisse vivre dans l'appartement la personne ou le couple qui y a vécu toute sa vie et jusqu'à son décès. Et donc, il n'y a pas de revenu. Il faut savoir qu'il n'y a aucun revenu et qu'on n'est pas lié au fait qu'un locataire paye un loyer. Mais comprenez, et vous l'avez vu tout à l'heure, ce fameux tableau tableau fiscal de répartition entre usufruit et nue propriété, il est évident que plus on avance dans le temps, plus la valeur plus les personnes qui vivent dans cet appartement sont âgées et moins l'usufruit représente. Et la nue propriété a une valeur qui augmente dans le temps. Eh bien, simplement par rapport à ça, cette SCI a réussi à verser jusqu'à présent 6% de la valeur des biens, simplement en considérant chaque année quelle est la valorisation du bien. Pour vous donner une petite idée, de temps en temps, il y a un décès. Et cette SCI avait récupéré l'appartement ou la villa dans le sud de Juliette Gréco. Je ne sais plus si c'est à Cannes ou à Saint-Tropez. Je crois que c'est à Saint-Tropez. Et donc, globalement, ça a représenté un apport important puisque cette villa a été vendue beaucoup plus cher que ce qu'elle avait été achetée uniquement en nue propriété. Voilà. Juliette Gréco étant décédée il y a quelques années, cette SCI, bon voilà, c'était un exemple, je dirais, plus connu, mais je trouve la mécanique intéressante et presque implacable dans le temps. Voilà. Ça ressemble à un viager. L'avantage de cette solution est qu'on ne dépend pas d'un locataire qui règle ou pas son loyer, puisque la valorisation de la nue propriété augmente naturellement chaque année à mesure que l'usufruit diminue. Voilà, cette solution a apporté depuis son origine un revenu supérieur à 6% net. Je vous remercie de votre attention. On a vraiment fait un grand tour. Est-ce que maintenant vous avez des questions ?